En l'occurrence, mon nom est Marie-Laure Massuet et j'ai le plaisir de diriger le Teaching and Learning Center de Neoma Business School. En fait, le Teaching and Learning Center est un centre de service au sein de Neoma et dont l'objectif est d'animer la pédagogie innovante pour accompagner les professeurs et on va se mettre d'accord tout de suite sur pédagogie innovante. Ça peut être low-tech comme high-tech, c'est-à-dire que la pédagogie ne passe pas forcément par de la technologie. On peut faire de très bonne pédagogie et on peut faire beaucoup d'innovation avec des post-it et des crayons. Là, en l'occurrence, la pédagogie est allée chercher à travers cette technologie-là quelque chose qui venait supporter nos objectifs pédagogiques. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que... Non, ben, vas-y toi. C'est que avec Alain, on avait des points de rapprochement importants. Et en l'occurrence, vous allez le voir avec la présentation qu'il va faire de lui et puis du contexte dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. Alors bonjour à tous, effectivement en 3 mots, hein, donc Alain Goudet, moi je traite de 2 sujets sur un versant académique, donc en termes de recherche, mais également sur un versant business, puisque j'ai ma société en parallèle de mon activité de professeur au sein de Neoma Business School, et sur un versant pédagogique et donc enseignement. Et ces 2 sujets sont d'un côté le marketing sensoriel, et plus spécifiquement l'impact de la musique sur le comportement du consommateur. Et le deuxième sujet, c'est l'adoption et l'appropriation des technologies de rupture. Donc j'ai coutume de dire que je vis un peu dans un monde qui existera dans 3, 4, 5 ans, fonction un petit peu de la vitesse d'évolution des technologies. Et c'est vrai qu'un jour, on a échangé avec Marie-Laure autour d'une technologie qui commençait à arriver sur nos écrans radars, qui était donc la réalité virtuelle. Et puis on s'est dit, il y a probablement un truc à faire autour de ça. Et en réfléchissant un petit peu, le constat a été et est aujourd'hui vraiment une évidence, puisque je vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui la technologie change le monde. Beaucoup de gens se disent le monde est en train de changer, et là-dessus j'ai plutôt coutume de dire qu'en fait le monde a déjà changé et charge à nous de faire évoluer nos établissements, nos métiers, notre manière de faire, notre manière d'enseigner, tant sur le contenu que sur les modalités pédagogiques. Alors pourquoi c'est important de faire bouger un petit peu les lignes ? Le premier constat, c'est que sur cette accélération liée aux technologies, même des sociétés purement digitales comme Google ont à gérer cette accélération-là, puisqu'aujourd'hui, Google, c'est 2 milliards de requêtes annuelles, donc c'est colossal et c'est 100 fois plus qu'en l'an 2000. On se rend compte aussi, en tant qu'établissement du supérieur, qu'on peut être très vite challengé par des pure players, c'est-à-dire des gens comme LinkedIn, qui aujourd'hui s'intéressent au monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Alors au début, de manière un peu timide, en éditant des classements, puis en proposant un petit peu des choses, puis aujourd'hui en étant davantage sur la formation avec des contenus. Et puis le troisième élément important, c'est tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, et aujourd'hui on se dit il y a peut-être des choses à explorer aussi de ce côté-là, parce que finalement si vous prenez une application comme Hugging Face, qui est une start-up française, Hugging Face, c'est une intelligence artificielle avec laquelle un adolescent, en gros, quelqu'un entre 19 et 23 ans, peut discuter de tout et de rien. Et donc du coup on pourrait tout à fait imaginer appliquer ce genre de technologie tout simplement à nos disciplines respectives, que ce soit le marketing, le contrôle de la gestion, la finance, et j'en passe, et des meilleurs. Clairement, le monde est de plus en plus technologique et les choses vont s'accélérer. C'est-à-dire que là, vous avez une étude de 2 prospectivistes américains qui disent que si on prend la totalité de ce qu'on savait faire au niveau technique en 2008 et qu'on projette ça en 2050, en fait, tout ce qu'on savait faire en 2008 ne représenterait qu'un malheureux petit pourcent de ce qu'on sera capable de faire en 2050. Donc si avec toutes les problématiques du web, du mobile, du digital, tel que vous les traitez probablement déjà aujourd'hui, vous pensez que vous avez fait le plus dur en termes d'adaptation des contenus ou de la forme, en fait vous vous trompez, puisqu'il y a énormément de nouvelles choses qui vont arriver prochainement, et ça nous amène à un changement assez important du métier de professeur. Et donc par rapport à ça, en l'occurrence, vous connaissez très bien cette phrase de l'opposition de ce qui était avant les modèles pédagogiques de Sage on the Stage à passer aujourd'hui à Guide on the Side. C'est quelque chose qu'on a déjà tous, je pense, et on le voit là dans les explications que vous donnez des pédagogies que vous utilisez à travers les études de cas. C'est des choses que vous avez déjà implémentées et que la plupart d'ailleurs la CSB et d'autres, des organismes qui aujourd'hui regardent la manière dont on fait évoluer nos pédagogies recommandent
et valorise. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est en place. Et puis il y a aussi ce virage de la connaissance, c'est bien, mais c'est sans doute pas ça qui aujourd'hui est appelé par les entreprises. On a un appel plutôt vers de la formation à de la compétence. Et par rapport à ça, nous, le choix qu'on a fait, et qui est un choix aujourd'hui très très répandu dans les business schools, c'est d'aller vers de l'expérientiel. Et donc cette approche par l'apprentissage, par l'action, expérientielle, nous a aussi intéressés parce que c'est ce que réclament aussi les apprenants. C'est-à-dire que les jeunes qui aujourd'hui arrivent dans nos écoles sont des jeunes qui sont en attente d'avoir des modes d'apprentissage qui soient beaucoup plus actifs, beaucoup plus proches de la manière dont ils fonctionnent aujourd'hui dans leurs environnements personnels, sociaux, domestiques. Voilà, ils veulent agir pour apprendre. Donc c'était très logique pour nous d'avoir de plus en plus de mise en action, de mise en expérience des apprenants dans le cadre de l'apprentissage. Et puis aussi, ça nous permettait d'améliorer la qualité de ce que, alors c'est un anglicisme, de la learning experience, de l'expérience d'apprentissage de nos apprenants dans nos environnements d'apprentissage. Et par ailleurs, ce faisant, développant davantage les compétences par l'action, on répondait aussi à une demande des entreprises qui sont, in fine, les environnements vers lesquels nous conduisons nos apprenants. Autre élément qui est très important, c'est que tout ce qui va tourner autour de la digitalisation et de ce besoin qu'ont nos apprenants, que nous changions aussi nos modes d'apprentissage, conduisait à la possibilité de mettre à disposition de ces apprenants de manière permanente, sous différents supports et pour n'importe quel moment, de manière tout à fait nomade, donc le fameux ATAWADAC, anytime, anywhere, any device, any content, maintenant, il faut rajouter le AC, de mettre à leur disposition tous les supports pédagogiques et le plus de méthodes pédagogiques à disposition pour qu'ils puissent continuer d'apprendre par eux-mêmes tout le temps et à leur guise. Donc plus d'individualisation. Ouais. Pourquoi c'est important ? C'est aussi important parce qu'on se rend compte que sur les années qui s'écoulent, on l'a toujours eu, mais là de plus en plus, une modification en fait des attendus en termes des compétences qui sont requises. Si on regarde en 2015, les 3 premières compétences qui étaient attendues, c'était résolution de problèmes complexes, coordination avec les autres et gestion d'équipe. Et aujourd'hui, on a toujours la résolution des problèmes complexes, mais sont arrivées la pensée critique et la créativité. Et la pensée critique et la créativité, c'est quand même clairement aujourd'hui des compétences qui nécessitent qu'il y ait une mise en action pour qu'elles puissent être développées. Et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on peut faire avec une étude de cas utilisant la réalité virtuelle immersive. Alors là, vous avez quelques photos de ce que ça donne concrètement sur un cours, puisque aujourd'hui au sein de Neoma, j'ai eu la chance d'avoir déjà plus de 400 étudiants qui ont utilisé donc cette étude de cas et qui nous permettent vraiment de tester un petit peu cette vision avec cette citation d'Albert Einstein qui disait que l'apprentissage passe par l'expérience et que si on fait autre chose, finalement, on reste simplement au niveau de l'information. Alors à quoi ça ressemble une étude de cas en réalité immersive ? Concrètement, déjà, on est parti sur une logique où on va se focaliser sur l'appareil, le device de l'apprenant, donc son propre téléphone, et on a développé donc une plateforme de contenu pour pouvoir diffuser donc nos contenus immersifs et notamment cette étude de cas. L'étude de cas, en fait, vous pourrez la tester cet après-midi, puisque elle va se constituer donc de photos qui vont être en gros des cartes de navigation à l'intérieur d'un magasin et un certain nombre de scènes ont été tournées donc à 360 degrés, cette fois-ci en vidéo, pour que finalement l'apprenant puisse explorer comme il le ferait dans la vraie vie. On parlait d'immersion tout à l'heure. Là, on y est complètement. On va pouvoir explorer le point de vente tel qu'il existe. Alors évidemment, on a scénarisé les choses, mais on a pris les vrais fondateurs du magasin, on a pris les vrais employés du magasin et on a tourné ça dans les situations la plus réalistes possible pour permettre donc à nos étudiants d'évoluer dans ce système-là et de le découvrir par eux-mêmes. Et on restitue tout ça donc sous forme de casques de réalité virtuelle qu'on a choisi comme étant des casques passifs pour tout un tas de raisons en termes d'obsolescence des technologies. Je pourrais répondre à ces points-là pendant le cocktail ou cet après-midi. Aujourd'hui, l'étude de cas existe en 3 versions.
parce que c'est extrêmement important d'être modulaire. La première version est la version la plus courte et l'enjeu c'est presque de faire tester la technologie plus que l'étude de cas en tant que telle. Et c'est la version donc en 1h30 où l'étudiant va pouvoir découvrir finalement ce qu'est la réalité virtuelle immersive, les avantages, les limites, les contraintes, ce qu'on peut faire avec et peut-être demain transposer ça dans son futur métier. La deuxième version en 3 heures est l'étude de cas à proprement parler. Celle-ci consiste à placer en gros l'apprenant dans la situation d'un directeur de magasin. Il va découvrir ce magasin-là, effectuer un diagnostic critique qui va déjà être individuel avant d'être mis en commun, et puis d'effectuer un certain nombre de préconisations et de recommandations par rapport à ce point de vente. Et enfin, l'étude de cas en 2 fois 3 heures, donc cette fois-ci 6 heures, place plutôt l'apprenant dans une situation de directeur de réseau, directeur d'enseigne, dont il va visiter un magasin, donc qui est celui qu'on donne à voir en réalité virtuelle. Et évidemment, on alimente l'apprenant avec énormément d'autres informations, puisque les uns et les autres, vous l'avez dit, dans la vraie vie, tout n'est pas pré-mâché en 20 pages de manière extrêmement structurée et limpide. Il faut aller un peu à la pêche aux infos. Donc on reproduit ce contexte-là avec énormément d'informations complémentaires, donc sur la version 2 fois 3 heures. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo pour avoir un aperçu concret de ce que ça donne. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est ce que ça apporte concrètement dans la démarche pédagogique. Le premier élément, c'est qu'en fait, on vient casser complètement la routine d'apprentissage. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est empreint de l'économie de l'attention, c'est-à-dire que dès qu'on prend la parole, dès qu'on est dans des situations d'enseignement, les personnes à qui on s'adresse peuvent très bien être sur leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur, et on est challengé finalement par ces interfaces-là. Là, vous voyez bien que finalement, quitte à utiliser le téléphone, les étudiants ont leur propre téléphone et peuvent tout à fait le regarder. Et ça vient vraiment modifier le rapport en fait qu'ils ont à cette séquence pédagogique, parce que évidemment, c'est encore très nouveau et assez étonnant pour eux. Le deuxième gros avantage, c'est par rapport à l'engagement qu'on a qualifié de physiologique. Là, pour le coup, les études en neurosciences le montrent assez clairement. Quand on donne à voir une situation et un contexte à notre cerveau, c'est comme si notre corps en entier le vivait à proprement parler. Donc, vous voyez bien que de faire de l'immersion donc avec cette technologie de réalité virtuelle, c'est extrêmement puissant pour justement faire vivre des expériences qui soient des expériences marquantes, impactantes et évidemment pédagogiquement pertinentes. Le troisième gros avantage, c'est d'avoir cette approche systémique, non linéaire, c'est-à-dire que finalement, on va plonger l'apprenant dans une situation comme dans la vraie vie, et charge à lui d'explorer le lieu comme il le souhaite, parce que pour le coup, il peut très bien démarrer par le back-office, il peut très bien démarrer par l'atelier, pour finir par les explications de pourquoi les diplômés de Neoma ont créé ce point de vente-là. Donc on n'impose aucune structure dans l'analyse de l'étude de cas. Le quatrième point, c'est l'import d'un contexte pédagogique directement dans la salle de classe, parce que finalement, quand on raisonne en termes de pédagogie par l'expérience, pédagogie expérientielle, souvent on est avec nos outils un peu classiques, la vie associative, les stages, l'apprentissage, etc. Et puis X mois plus tard, les étudiants produisent un document, un rapport ou une soutenance. Mais finalement, il y a un délai assez long qui se passe entre l'expérience, la prise de recul et du coup le travail du professeur qui va permettre de faire des liens par rapport à ces expériences-là. Là, on peut faire tout ça quasiment en cycle extrêmement court dans la salle de classe, en important un certain nombre de contextes immersifs et en permettant donc aux apprenants de faire ces liens. Autre point extrêmement crucial aussi, on l'a évoqué rapidement ce matin, l'histoire du passager clandestin, on l'a tous vécu. Évidemment, là, vous l'avez compris, le démarrage se fait de manière individuelle. Donc, il ne peut pas y avoir de passager clandestin puisque chaque étudiant doit visiter le lieu et produire en première intention un diagnostic critique qui est individuel. Et après seulement se fait la mise en commun et l'identification d'un consensus avant d'aborder des phases d'innovation et de créativité pour améliorer cet espace de vente. Et enfin, dernier point, qui est quand même non négligeable, c'est effectivement qu'on passe finalement de cette logique de connaissance à la démarche de compétence, et le tout dans l'action, en essayant de se caler sur des schémas finalement que nos apprenants vont rencontrer assez rapidement dans leur vie professionnelle. Et tout ça permet, grâce à la technologie, de redonner pas mal de sens finalement à ces interactions en présentiel, puisque, et ça c'est un point important, la technologie n'efface pas le professeur, bien au contraire.
contraire, ça a plutôt tendance à le valoriser. Donc vraiment, elle a été utilisée au service de nos objectifs pédagogiques. Et les résultats qu'on a obtenus pour l'instant, c'est que à ce jour, il y a, en dehors des phases de test, mais vraiment sur des phases pédagogiques, il y a plus de 400 étudiants aujourd'hui qui, tout programme, hein, du post-bac jusque, tu as fait tourner sur des MS, qui ont fait cette étude de cas, donc en format, minimum, je crois que tu as fait tourner sur 1h30 jusqu'à 3 heures. Il y a, on l'a montré, et puis on l'a aussi présenté dans diverses instances et devant divers publics, comme vous aujourd'hui, à la fois professionnels, hein, puisque en l'occurrence elle a été présentée à l'IT Night auprès de décideurs en matière de systèmes d'information. On a été assez contents puisqu'en l'occurrence elle a été primée, parce qu'on a eu c'était une médaille d'or, je crois, enfin je crois pas d'ailleurs, je suis sûre, de l'innovation. Et c'est bien, pas seulement pour Neoma, mais je crois que c'est bien pour nous, les académiques, tous, qu'il y a un prix comme ça qui soit décerné à une école par des professionnels, parce que ça ouvre aussi la porte à pas mal de choses pour les années à venir. Et puis il y a eu pas mal de retombées au niveau de la presse, et c'est important parce que ça montre que nous tous ici présents, les innovations que nous mettons en place, elles sont importantes, et puis elles ont des retombées au niveau économique, au niveau de la presse grand public aussi, donc c'est vraiment essentiel. Donc c'est pas seulement un travail de Neoma, c'est un travail de toute la communauté de l'enseignement supérieur. Voilà. Et donc cet intérêt fort, il est important pour nous tous. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, je crois qu'on a tous, hein, dans nos établissements et même à titre individuel, en tant que professeur, à faire face à cette fameuse transformation numérique. C'est un changement de paradigme qui est extrêmement important, hein, donc il faut plutôt se poser la question de comment faire avec, plutôt que d'essayer de lutter contre. Ça nécessite évidemment à tout un chacun, établissement, mais également professeur, d'identifier des singularités sur les manières de faire, sur les contenus qu'il va pouvoir apporter. Ça nécessite d'avoir vraiment cet état d'esprit d'innovation, et je crois que finalement la force de ce qu'on a créé donc avec Marie-Laure, c'est d'avoir un outil au service de notre métier et non pas un outil qui va remplacer notre métier. Et ça, je crois que c'est un point clé, d'avoir en tête que la technologie n'est pas une menace, mais au contraire une vraie opportunité de revisiter finalement notre métier et notre savoir-faire. Et je termine par cette phrase de Keynes que j'adore: la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Donc n'hésitez pas à développer des cas en réalité virtuelle. Merci.